Ouais. D'autant plus qu'il demandait à ce que ces terroristes puissent devenir une véritable administration en soi. Oui. Donc, il préparait à la fragmentation de la Syrie, à la légitimation du terrorisme comme un État ou un État provisoire à la limite même en Syrie, et sur une partie de la Syrie, et puis qui est sous leur influence. Alors c'est complètement, enfin là c'est devenu complètement flagrant, quoi. En France, on a eu la tournée d'un individu qui s'est présenté comme le maire d'Alep-Est. Enfin d'Alep. Ah oui. Même d'Alep, Ah je veux oui, dire. j'ai vu ça. Vous n'avez pas de maire, vous. Ce terroriste qui s'est autoproclamé maire élu, il disait qu'il était maire élu, et ils l'ont reçu, tous les responsables français l'ont reçu. Ils l'ont baladé à l'ONU, ils l'ont baladé sur tous les médias, le France 24, etc., et Arte, et pour dire qu'il est maire élu, Ouais. s'il vous plaît, d'Alep-Est ou d'Alep. Et finalement, c'est un terroriste qui s'est autopropulsé maire et qui veut garder un pouvoir terroriste dans le coin. Parce que vous n'avez pas de maire chez vous, ça n'existe pas cette fonction chez vous. Si, bien sûr, on a des maires, bien sûr. Il y a des maires, des responsables de locaux, etc. Oui, bien sûr. Un gouverneur, mais entre le gouverneur et... C'est ça? C'est-à-dire, nous n'avons pas de maire élu. On a des gouverneurs, effectivement, qui sont nommés. Voilà. Qui ne sont nos gouverneurs de... Ce qui n'est pas exactement un maire, en fait. C'est pas exactement un maire. C'est pas, c'est le gouvernement syrien qui nomme un gouverneur qui s'occupe de tout un gouvernorat, c'est-à-dire plus qu'une grande ville, hein, c'est aussi une région tout autour de la ville. Tout à fait, oui, voilà. Tout à fait. Et selon le découpage administratif, en fait, effectivement, le gouvernorat, il est beaucoup plus étendu, souvent. Donc ça veut dire qu'on a affaire à un rigolo qui connaît même pas... Ah oui, tout à fait. Non, mais c'est un escroc total. En fait, là, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait partie de ces familles terroristes, etc. Alors, je voudrais quand même revenir un petit peu sur l'accord, hein, puisque l'accord de l'arrêt des combats qui a démarré aujourd'hui, cette nuit, et donc à l'heure zéro, si on peut dire, du 30 décembre. Je pense qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Bon, on peut se poser la question, à quoi bon? On a vu toutes les autres trêves qui étaient violemment trahies par les terroristes. Pas seulement par les terroristes, en fait, pas seulement trahies, mais qui étaient vraiment des trêves les plus sanglantes, puisque il y a eu dans les journées dites de trêve des centaines de morts, plus de morts et de blessés que sans la trêve, en fait. Donc ça a été le cas des dernières trêves à Alep, où il y a eu dans un seul week-end 300 morts à Alep, hein. C'était terrible, hein. Et en fait, pour tout expliquer, il y a eu quand même entre-temps deux réunions importantes. Il y a eu une réunion importante qui était celle du ministre des Affaires étrangères, ou des ministres des Affaires étrangères syriens, russes et iraniens. Donc qui a fait qu'ils ont resserré les liens, la stratégie d'attaque ou de lutte antiterroriste, hein, et la stratégie d'échange des informations, du renseignement, etc. Suite à cette réunion, donc il y a eu une deuxième réunion qui a eu lieu donc entre Erdogan
Erdogan, non, je crois pas. C'était son premier ministre. Enfin, en fait, entre la Turquie, la Russie et l'Iran aussi. D'accord. Donc, et c'est cette réunion qui a donné cet accord qui a donné lieu à cet accord d'arrêt des combats. On peut penser que cet accord pourrait mieux marcher parce qu'il y a des précisions quand même qu'il est important de noter. La première, c'est que les bandes armées ou les bandes armées qui adhèrent à cet accord sont acceptées, elles font partie effectivement des choses, mais celles qui refusent sont considérées comme des terroristes. Ça, c'est un premier point. Donc ça permet par cette technique de séparer les terroristes de l'opposition qu'ils appellent modérée. Oui. Et que jusqu'à présent, les États-Unis n'ont jamais réussi à dire clairement. Oui, enfin réussi ou voulu, hein. Oui, eux, ils n'ont pas dit qui considèrent-ils comme terroristes et qui considèrent-ils comme opposition modérée. Oui. Voilà. Oui. Donc là, c'est clair, c'est par la pratique. Ceux qui adhèrent à l'accord sont considérés effectivement comme opposition et ceux qui n'adhèrent pas à l'accord, ils sont considérés comme terroristes. Ça, c'est un premier point. D'accord. Deuxième point qui est très important aussi, c'est que de toute façon, c'est un arrêt des combats qui exclut Daesh et Al-Nusra. C'est-à-dire Daesh et Al-Nusra sont de fait considérés comme terroristes et ils sont sur la liste des organisations terroristes de l'ONU. Mm-hmm. Donc les combats contre Daesh et Al-Nusra continuent. Dans les zones de confrontation, mm-hmm. si on peut dire. Donc troisième point qui est aussi important, c'est que qu'il y a eu tout de suite 7 organisations qui ont adhéré à cet accord, 7 organisations armées, on peut dire, oui. qui ont adhéré à cet accord et ça représente 60 000 combattants. D'accord. 60 000 cas. C'est énorme. Donc, c'est énorme, mais il reste encore 13 autres. Alors, vous imaginez le nombre de terroristes qui sont là et le nombre d'hommes armés, en fait, soi-disant, qui sont là. Est-ce que l'armée syrienne a à peu près une idée du nombre de terroristes au total qui se battent en Syrie? En fait, il y a eu des articles qui en ont parlé. On pense que c'était dans les 260 000 à 300 000 djihadistes. Ah oui. À un moment donné. Mais en fait, comme il y a un flux continu et il y en a beaucoup qui sont tués, mais oui. En même temps, il y a un flux continu qui vient à travers la Turquie. Alors oui, dernier point que je voulais dire, c'était que la Turquie, il fallait qu'elle arrête aussi ses frontières, qu'elle ferme ses frontières vis-à-vis des, qu'elle arrête de laisser passer les terroristes à travers ses frontières. Bien sûr, ils n'ont pas reconnu ça comme ça, mais de fait, il faut qu'il y ait une fermeture. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils ferment les frontières vis-à-vis de ceux qui veulent partir. Ah. Ceux qui veulent partir. Donc, ils se trouvent piégés en Syrie et ils n'ont plus de choix que de mourir ou de se rendre. Mm-hmm. Donc voilà. Dernier point, je voudrais quand même rappeler que la Turquie continue à occuper quand même une partie de la Syrie, oui. qui est du côté de Jarablus al-Bab. Elle bombarde sans arrêt
la région d'Elbab, et souvent la région et la ville d'Elbab, et des gens qui se trouvent sous les décombres, et donc elle bombarde les civils. Et son prétexte, c'est lutter contre le terrorisme aussi. Oui. Alors qu'elle tue des citoyens syriens, des civils, dans sa lutte, prétendue lutte contre le terrorisme. Subsiste un point qui est très très important aussi, c'est que la notion de terroriste pour la Turquie, c'est l'ensemble des citoyens syriens qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire qui habitent aussi aux frontières de la Turquie, qui sont les Kurdes, les Assyriens, des Arméniens qu'elle continue à tuer sans arrêt et à bombarder. Oui. Donc dans la région de Jarablus al-Bab est une région dans le nord de la Syrie, il y a une grosse incursion turque et une agression en fait et une violation de la souveraineté de la Syrie, Oui. qui est condamnable et que l'ONU ne condamne pas encore, mais la Syrie a condamné, a demandé au Conseil de sécurité de condamner aussi ces violations de la souveraineté de la Syrie, Oui. chose qui n'a toujours pas été faite. Oh bah. Et les États-Unis, de l'autre côté, bombardent aussi des régions prétendument Daesh, et en fait ce sont des régions syriennes et de civils. C'est ainsi qu'ils ont détruit tous les ponts qui sont sur l'Euphrate. Oui. Aujourd'hui, la Turquie cherche aussi à changer le lit du fleuve de Dejlé, du Tigre. Mm-hmm. Oh. En fait, donc, il y a des grosses pelleteuses, des grosses machineries qui poussent les terres aussi, qui poussent la terre pour couvrir une partie de pour déplacer vraiment le lit de du Tigre, et ceci reviendrait à inonder, à empêcher en fait, à empêcher l'irrigation d'un tas de champs syriens, mais aussi de couvrir totalement, couvrir totalement plusieurs villages syriens. Donc là aussi, c'est pas seulement une agression, crime contre l'humanité et tout ce qu'on veut, mais c'est aussi, ça se fait dans l'ombre aujourd'hui de cette guerre et de cette campagne, comment dire, contre cette campagne complètement de propagande et campagne diplomatique et médiatique, etc. Ouais. Où on fait passer les vrais faits et on les passe sous silence. Donc on met les projecteurs sur quelque chose qui n'existe pas, et puis on passe les vraies choses, les vrais crimes sous silence complètement. Voilà, donc tout ceci est complètement oui, complètement ouais, je sais pas, je ne trouve pas les mots pour décrire tout ceci, en fait, toute cette politique occidentale d'agression systématique contre la population, contre l'humanité, contre les gouvernements et les pouvoirs qui soutiennent leur population et qui les défendent, et surtout parce qu'ils s'opposent à leur dictat. Oui, c'est effarant de méchanceté, et c'est à ce point-là, je pense que c'est diabolique, c'est-à-dire que il y a une volonté de génocidaire qu'on ne trouve récemment que durant la Seconde Guerre mondiale. Hein.
le massacre de population par l'Allemagne nazie. Bon, maintenant aujourd'hui, on le fait sous l'estampille de l'intervention humanitaire, mais c'est une fourberie, c'est une tromperie, une imposture. Et ça place d'ores et déjà et d'emblée les responsables politiques occidentaux susceptibles d'un jour garnir les bancs d'un Nuremberg numéro 2, hein. Parce que couper l'eau à 10 millions, enfin 10 millions de civils syriens réfugiés ou habitants, comme vous disiez tout à l'heure, de la région de Damas, plus Alep, je veux dire, à un moment donné, il faut que les gens qui financent les terroristes soient incriminés à juste titre pour leur sponsoring de ces mouvances criminelles, hein. C'est très net. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, priver une population de l'eau ou de vivre, même comme les sanctions, parce que ce qu'ils appellent sanctions, là, et qui est un véritable blocus, c'est aussi un crime contre l'humanité. Absolument. À priver la population de médicaments, de vivres, etc., ça revient aussi à un génocide. C'est vraiment, et ceci, il l'applique là depuis 6 ans contre la Syrie, hein. Il y a des malades de cancer et des malades tout simplement des reins qui ont besoin de dialyse quotidienne, etc., ou tous les 2 jours, il n'y a plus de produits pour la dialyse. On peut même pas, même si on a l'argent, on peut pas les payer parce que les banques n'acceptent pas l'argent, c'est rien. Et voilà, donc on peut même pas importer les produits, les médicaments de première nécessité, les chimiothérapies que nous importons toujours parce qu'on ne les fabrique pas encore. Et ils ont détruit l'industrie médicamenteuse, l'industrie pharmaceutique en Syrie, et ils nous empêchent d'importer des médicaments ou même les appareillages médicaux, ou même les grosses, oui, c'est ça, les gros instruments médicaux et les appareils médicaux. On a dans les hôpitaux un nombre important d'appareils qui sont arrêtés parce qu'il leur manque une pièce ou 2 pièces, et alors qu'on peut pas les importer. C'est quoi? C'est aussi ça, c'est du crime contre l'humanité. Mais il n'arrête pas de le pratiquer. En fait, le résultat de l'impact sur eux ou la réaction à leur défaite à la libération d'Alep, puisque c'est le plan d'agression contre la Syrie et le partage, etc., qui a été défait réellement. Et en réalité, en réaction à cette défaite, qu'est-ce qu'ils font? D'abord, ils élargissent les sanctions contre la Syrie et ils essayent ils attaquent la Syrie encore au Conseil de sécurité comme ayant utilisé les armes chimiques, ce qui est quand même quelque chose de complètement mensonger. Et ils continuent leur mensonge, quoi. Et voilà. Et ils font aussi des sanctions ou il faut aussi des sanctions économiques contre la Russie pour avoir aidé la Syrie. Oui, et la décision, c'est ce que je disais tout à l'heure, la décision de Barack Obama, à qui il reste à peu près 3 semaines à la Maison Blanche, se précipite à éjecter du territoire américain un grand nombre de diplomates russes sous le prétexte totalement fallacieux d'intervention informatique dans les élections américaines, hein, sans preuve, hein, sans le moindre indice, sans preuve. Donc habituellement, quand on expulse comme ça des diplomates, on n'est pas loin d'un acte de guerre, hein. C'est-à-dire que c'est pratiquement c'est pratiquement l'une des dernières mesures que décide un pays quand il pense qu'il va rentrer en guerre contre un autre. Et donc
étant donné la vacuité des éléments qui ils sont utilisés par Obama pour justifier cette expulsion de diplomates-là, la seule en fait raison valable qu'on peut voir, c'est en réalité une punition de Washington contre Moscou pour avoir réussi à libérer Alep-Est. Hein. C'est une évidence. Absolument. En tout cas, je crois que Obama cherche à tendre les rapports entre la Russie et les États-Unis avant que Trump n'arrive au pouvoir, oui, de manière à rendre ces relations tendues irréversibles et que ça ne devienne pas des relations plutôt oui, amicales, oui, ou oui, tout simplement normales. Ça, c'est un premier point, mais je tiens quand même aussi à dire une deuxième décision d'Obama qui est absolument incroyable et qui l'incrimine davantage, qui est de dire « mais nous continuerons à soutenir oui, l'opposition en Syrie, oui, et nous continuerons à l'armer ». Oui. Donc, en fait, toutes ces armes entre le Tau, le Grad, etc., les missiles, les tonnes de munitions qui étaient déjà présentes, etc., tout ça qui était arrivé aussi par les États-Unis, là, il prend la décision de continuer au fil et de toutes les lois internationales, au fil de tout ce qu'il a lui-même décidé voter en fait de lutte anti-terroriste. Oui. Il veut continuer à soutenir ce qu'il appelle l'opposition syrienne et qui ne sont rien d'autre que ces hordes terroristes qui sont dans la Ghouta, qui sont dans la banlieue de Damas, dans la banlieue de Homs, dans la banlieue de Hama encore, et à Idlib, et voilà. Donc il affirme clairement de toute façon qu'il veut continuer à les soutenir et que voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs les Russes ont protesté vigoureusement, hein, d'une manière diplomatique bien évidemment, mais en lançant un avertissement assez net, puisque la chose avait été déjà dite auparavant, que Moscou considérerait la fourniture aux terroristes d'armes, de missiles anti-aériens comme étant la ligne rouge à pas franchir. Hein. Et il semblerait que Obama ait décidé de fournir des manpads, ou en tout cas des armes, les armes qu'on porte sur l'épaule, hein, des armes légères, oui, qui permettent de détruire un avion jusqu'à à peu près 5000 mètres d'altitude. Hein. Donc c'est un point extrêmement important parce que là, Moscou voit ses aéronefs mis en danger par ces armes-là. Donc c'est la raison pour laquelle Moscou a signalé que c'était... voilà. Bon. Oui, alors il y a quand même deux faits qui sont survenus aussi. C'est l'assassinat de l'ambassadeur russe en Turquie, qui est quand même c'est un fait très grave. Et aujourd'hui, il s'avère que le gars qui l'a assassiné, c'est un membre d'Al-Nosra. Qui était dans la garde personnelle d'Erdogan. Ouais. Donc ça montre aussi l'implication d'Erdogan dans ses relations avec Al-Nosra de manière très flagrante, ouais, dans ses relations avec Al-Nosra et Daesh. Et donc là-dessus les choses sont claires aujourd'hui. Et puis mais c'est Et puis l'histoire de l'avion qui est tombé pas loin de Sochi, oui, pour lequel il y a encore des investigations et des recherches, on ne sait pas encore. Poutine exclut la thèse terroriste. Moi personnellement, je pense que ça a été sans que ce soit un explosif qui ait été mis dans l'avion, mais c'était un dérèglement qui aurait été fait au départ, oui, de l'avion qui l'aurait empêché d'arriver, puisque cette troupe
vraiment magnifique. Hein. Elle venait en Syrie pour chanter, célébrer la libération d'Alep, en fait, dans la citadelle, ouais. comme ça a été fait pour Palmyre. Voilà. Mais pendant longtemps, l'avion Mm. qui s'est écrasé dans le désert du Sinaï en Égypte, hein, l'avion Mm. qui repartait en Russie, pendant longtemps, les Oui. enquêteurs ont Mm. exclu, enfin pas Mm. forcément formellement exclu, mais en tout cas ils ont Mm. exclu au premier abord la thèse terroriste pour finir Oui. par la déclarer comme étant la seule explication de la destruction de l'appareil. Donc on Ouais. a aussi pareil dans le même cas, il En n'y a fait, pas c'est d'exclusion. prudent. Voilà, Par c'est ça. prudence, en fait, c'est ça. Il faut être prudent et pas accuser comme ça à tort et à travers les gens. Mais de toute façon, moi, c'est de l'ordre de la spéculation et de la supputation, de l'analyse, je peux Oui, dire. Ce ne sont pas des faits. Mais eux, ils attendent les faits pour prendre position. oui, C'est différent. C'est quand même une attitude responsable au niveau des chefs d'État. Et absolument, moi, je donne des éléments d'analyse. Hein. absolument. Voilà, exactement. Donc voilà. Et donc je peux vous dire quand même que pendant ces fêtes aussi en Syrie, les messes et les célébrations continuent. On a des messes conjointes. D'abord de tous les rites chrétiens, pas Oui, seulement catholiques. Ils oui, fêtent ensemble le 25 décembre Noël, mais aussi les musulmans se joignent à eux et pour la célébration des messes. En fait, aujourd'hui, dans la messe de Noël, au moins une des messes de Noël, le mufti vient, et des imams, etc. Donc ça, c'est quand même très important. mhm, On est beaucoup plus unis qu'avant de ce côté-là. C'est vrai qu'il y a eu une telle volonté de séparer les gens par la comment religion. dire, par confession et par Ouais. religion, etc. Que aujourd'hui, les gens, au contraire, ils resserrent leurs liens et on est de plus en plus ensemble. Il y a eu donc plusieurs messes et plusieurs chorales magnifiques et Mhm, qui continuent depuis le 22, depuis le 20 décembre et jusqu'à maintenant, et ça continue encore la semaine prochaine. mhm, Donc voilà, ça c'est un peu pour vous donner une idée de la Syrie et de ce qui se passe aujourd'hui, malgré toute ces difficultés de vie et malgré cette guerre. Hein, nous gardons le courage et nous gardons le sourire et nous gardons l'amour dans notre cœur pour nous et pour toute l'humanité et pour tous les peuples, hein, y compris des peuples des pays qui nous agressent, mais nous faisons bien la séparation entre le peuple et le gouvernement. ouais. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui, même des responsables dans l'État français, comme les autres d'ailleurs, européens, qui sont de plus en plus conscients de ces grandes manipulations médiatiques et de ces grandes machinations et qui lèvent la tête aussi devant le diktat américain. Aujourd'hui, enfin, cette semaine, nous avons reçu aussi une délégation de parlementaires russes et européens qui ont rencontré le président Assad et Mhm, qui ont effectivement affirmé que ils sont pour la priorité de lutte contre le terrorisme, que le terrorisme menace tout le monde, tous les pays du monde et tous les peuples du monde. L'événement ou même l'attentat de Berlin aussi qui est venu oui. entacher aussi une grande fête ou les fêtes de Noël d'un grand crime aussi où 14 personnes ont dépéri et puis des dizaines de blessés, 48 blessés.
tout ceci montre quand même que nos peuples sont unis dans cette lutte contre le terrorisme, parce qu'ils sont tous exposés à ce problème. Oui. Et peut-être que l'Europe se croyait loin de ce problème. Et ben maintenant, non, puisque tous les terroristes qui sont venus ou que leurs États nous ont envoyés, ils reviennent chez eux et ils reviennent dans leur pays de départ. Donc là-dessus, le président Assad, il a fait une déclaration en disant que nous sommes tous aussi une déclaration. Il a répondu à une interview d'Al Giornale d'une délégation européenne italienne, que de toute façon nous souhaitons que tous les pays qui veulent lutter contre le terrorisme qu'ils luttent avec nous et qu'ils se joignent à ce front, et nous sommes prêts à échanger les informations de renseignement et les informations puisqu'on est fort quand même de 6 ans de lutte contre le terrorisme, qui n'est pas une petite affaire. Donc il est important de s'allier à la Syrie, qui depuis 6 ans lutte contre le terrorisme et a accumulé des informations, des renseignements et une expérience assez importante là-dessus.